Les premiers internautes. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire lepetitjournal.com à la rencontre de nos lauréats des Trophées des Français de l'étranger 2020. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous. C'est la première fois qu'on organise un webinaire comme ça avec nos lauréats. Les Trophées des Français de l'étranger existent depuis maintenant 2013, c'est donc la 8e édition. Il y a eu plus de 380 candidats qui se sont présentés cette année, des Français de l'étranger de tous horizons, plus de 80 pays, de tous secteurs d'activité qui voilà, ont des parcours incroyables, extraordinaires, tous. Un jury s'est réuni avec de nombreux membres qui sont présents aujourd'hui et qui pourront témoigner évidemment. Les choix n'ont pas été faciles. Le jury s'est réuni début février. On a désigné donc les 7 lauréats des 7 catégories des trophées des Français de l'étranger qui sont tous là aujourd'hui avec nous et je les en remercie, j'en suis vraiment ravi. Vous aurez l'occasion donc de faire plus ample connaissance avec eux, de leur poser toutes les questions. Il y a un petit onglet questions-réponses en bas à droite de la fenêtre Zoom pour ceux qui assistent. Vous l'ouvrez, vous posez vos questions et on va essayer évidemment, on leur posera aux lauréats et on va essayer de répondre à tout le monde. Faites-nous savoir où vous êtes sur la planète, vous lecteurs du petitjournal.com, français de l'étranger, francophones. Certains sont peut-être en Asie ou en Océanie à se coucher tard, d'autres viennent de se lever sur le continent américain. Voilà, on est impatients de tous vous voir et de vous avoir, d'avoir vos questions et de pouvoir y répondre, puisqu'en fait, on ne vous verra pas à l'écran, on va voir les lauréats et les participants à l'opération. Au webinaire. Donc, les Trophées des Français de l'étranger devaient se dérouler le 18 mars dernier physiquement au Quai d'Orsay. Chaque année, on organise ça donc, à l'hôtel du ministère des Affaires étrangères dans un cadre absolument extraordinaire avec 300 personnalités invitées. Évidemment, le 18 mars est tombé juste après le confinement. Donc, du coup, on a dû reporter cette opération qui se tiendra donc, le 23 septembre normalement. On vous attend tous, les lauréats et les partenaires, bien entendu, ce jour-là. Et on a souhaité, avant, puisque finalement, on avait beaucoup communiqué sur les finalistes, sur vos différents portraits, les différents portraits des finalistes. Donc, on a souhaité donner le verdict avant, pas attendre septembre, puisque ça datait déjà de début mars. Et donc, c'est ce qu'on a fait il y a une dizaine de jours déjà via un article, une série d'articles. Chaque article, vous pouvez retrouver sur lepetitjournal.com un article qui présente chaque lauréat. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, puisque comme tout le monde, on s'est mis à la visio et à Zoom, et bah, pourquoi pas se retrouver et échanger avec vous, chers lecteurs, pour faire connaître ces lauréats, ces Français qui ont des parcours incroyables, fantastiques, qui établissent des passerelles avec les ponts de leur pays, qui innovent, qui se confrontent à des difficultés et qui réussissent et mènent des projets aussi bien entrepreneuriaux qu'associatifs, caritatifs, qu'artistiques, qui mènent des projets juste incroyables. Donc, vraiment des personnes à mettre à l'honneur. Nous, notre souhait au petitjournal.com, c'est que les Français de l'étranger, on les connaît bien. On publie à longueur d'année des portraits. On les croise évidemment tout le temps dans nos 68 éditions dans le monde entier. Et on voit qu'ils sont loin évidemment des clichés parfois qu'on peut avoir en France. Et notre souhait, c'est vraiment de les mettre en valeur et de les mettre à l'honneur une fois par an parce que, une fois de plus, ils apportent, ils contribuent. Ce sont de formidables ambassadeurs de la France, de notre pays, et ils contribuent avec leurs projets, leurs actions assez incroyables au rayonnement évidemment de notre pays. Et je pense qu'il est important qu'en France, on change un peu d'image. En tous les cas, nous, on essaye d'apporter notre pierre à ça et qu'on change un peu sur l'image des expatriés qui est très différente que celle qu'on peut malheureusement, que des clichés qui peuvent parfois exister. Donc, voilà, ça, c'est notre leitmotiv et on voit que l'engouement autour des trophées des Français de l'étranger ne faiblit pas. Et je remercie évidemment tous nos partenaires qui sont associés au projet. On a également
développé des trophées des Français d'Asie depuis 2 ans qui se tiennent à Singapour et des trophées des Français d'Afrique Moyen-Orient qui se sont tenus à Dubaï pour la première fois l'année dernière. Donc, c'est 2 événements qui reprendront en 2021 et puis on va essayer également de le dupliquer sur d'autres continent, puisque le petitjournal.com continue de grandir. On a de plus en plus d'éditions et de plus en plus de lecteurs. Je vous en remercie, chers lecteurs, qui peuvent être avec nous aujourd'hui. Donc, une fois de plus, vous avez le petit questions-réponses en bas. Donc, n'hésitez pas, ouvrez la fenêtre, posez vos questions. Et on les traitera et on essaiera évidemment de répondre au maximum d'entre vous. Sachez également que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi le visionner en replay si vous le souhaitez, si vous ne pouvez pas rester tout le webinaire par exemple, ou également si vous souhaitez le faire connaître à des amis qui souhaiteraient le voir à un autre moment, des connaissances. On aura également un article, bien entendu, dès ce week-end dans le petitjournal.com, compte rendu en fait de ce webinaire et la vidéo disponible via les plateformes habituelles, YouTube, réseaux sociaux et sur le site du petitjournal.com, bien entendu, pour ceux qui souhaitent le revoir. Donc voilà, merci une fois de plus à tous les lecteurs qui sont déjà avec nous. Merci à tous nos lauréats qui sont avec nous et merci à tous les partenaires qui également ont pris de leur temps aujourd'hui pour nous rejoindre et intervenir. Je vais passer la parole en premier à Jean-Luc Voisin, qui est au Vietnam. Donc, c'est plutôt la fin de journée pour lui. Merci, Jean-Luc, de ta présence. Donc, Jean-Luc Voisin est le lauréat du trophée entrepreneur, un trophée parrainé par l'EDEC Business School. C'est un autodidacte originaire de Savoie, entrepreneur à succès au Vietnam. C'est peu de dire. Il est là-bas depuis 2000 et il s'est installé dans les terres fertiles du Mékong, mais on ne croit pas si bien dire puisqu'il a aujourd'hui une société d'agroalimentaire en production et en distribution qui s'appelle les Vergers du Mékong et qui remporte de très nombreux succès commerciaux de distribution au Vietnam et ailleurs. Il va nous en parler mieux que ce que je ne le fais, mais en tous les cas, c'est un projet absolument incroyable et formidable. Et j'ajoute juste qu'en 2019, Jean-Luc avait déjà remporté le trophée entrepreneur, également des trophées des Français d'Asie et Océanie. Alors peut-être Jean-Luc, juste qu'est-ce que c'est les Vergers du Mékong et comment est-ce que cette histoire a commencé ? Bonjour à tous. Je salue mon compatriote Georges, que je n'ai pas vu depuis Singapour il y a quelques mois. Tout dépend de combien de temps Hervé m'a donné la parole en premier. Je vais essuyer un peu les plâtres en premier. Combien de temps me donnes-tu ? Parce que raconter 20 ans non, bien sûr. Alors, 7 ans en 5 minutes, c'est dur. Bien sûr, l'exercice n'est pas facile, mais l'idée, c'est que là, en 2-3 minutes, tu nous dises un petit peu ce que c'est aujourd'hui les Vergers du Mékong et comment tu as eu l'idée et où ça en est. Il y aura d'autres questions. Hein. D'accord. Bon, pour être bref, j'ai bourlingué pendant 20 ans un petit peu partout autour du monde et j'ai cherché un pays où m'installer pour pouvoir établir un projet qui corresponde un petit peu à mes envies, mes affinités et mes valeurs. Donc, j'ai débarqué en 90 au Vietnam, où j'ai passé quelques temps pour faire différents travaux pour l'industrie alimentaire. Et à partir de 97-98, j'ai commencé à monter un projet pour m'y établir. Donc, en 2000, j'ai ouvert une société qui permettait la transformation des fruits, du café. En gros, surtout, transformer des matières premières locales, travailler avec les paysans. Cette société s'est développée donc sur, on va dire, 3 piliers principaux. Le premier, travailler avec des producteurs locaux. Et le Vietnam est constitué avant tout de petits fermiers qui ont tous 1, 2 ou 3 hectares. Le deuxième pilier, c'était mettre en place des équipes avec lesquelles je me sente bien pour travailler. En clair, j'ai testé les multinationales, j'ai testé pas mal de pays et je souhaitais quelque chose qui, là aussi, corresponde à un modèle d'entreprise où on arrive le matin avec le sourire. Et le troisième pilier, c'était lié plus à la santé du consommateur. C'est-à-dire que dès l'instant où on se lance dans la transformation d'un produit pour l'alimentation,
il y a certaines exigences et il y a surtout certains impératifs. Et aujourd'hui, je considère que l'alimentation industrielle a été d'ailleurs suffisamment décriée pour qu'on s'en méfie. Donc, vouloir faire de l'industrie pour faire des produits industriels, on va dire, de base, ce n'était pas mon objectif. Voilà. Et donc, à partir de ces trois piliers, il y en avait peut-être un quatrième, mais qui est un petit peu lié aux trois autres, c'est aussi une protection de l'environnement. C'est-à-dire que vouloir faire de l'agriculture dans les conditions de productivisme d'aujourd'hui, d'aujourd'hui et depuis les années 45 chez nous en France, c'était aussi un modèle que je voulais dénoncer. Voilà, donc en clair, aujourd'hui, je vais vous donner tout de suite le bilan après 20 ans, comme ça j'aurai fait mes 3 minutes, j'espère. Le bilan après 20 ans, c'est au Vietnam, on va dire à peu près 3000 tonnes de fruits qui sont traités, 200 ou 300 tonnes de café qui sont transformés. On fait du thé biologique aussi. Les fruits qui sont traités permettent de produire des jus de fruits, de la confiture, des purées de fruits. Et nous avons établi au Vietnam des agences. Le Vietnam est un pays qui fait 2000 km de long. Donc, quand l'usine est établie, elle, dans l'extrême sud, donc du sud au nord, on a 2200, 2300 km à peu près par la route. Ce qui fait qu'on a établi des agences. Donc, le pays est couvert de 4 agences. On a ouvert également une agence au Cambodge. Et ensuite, pour exporter, on a mis en place des distributeurs dans quasiment aujourd'hui tous les pays d'Asie du Sud-Est, plus le Japon, la Corée, le Moyen-Orient, à Dubaï. Et maintenant, on vend en France surtout des produits industriels. Voilà. Il y a un peu plus de 200 personnes. Quoi dire d'autre? On a franchi cet orage du coronavirus, il faut dire, avec un succès fantastique de la part des Vietnamiens. Et nous-mêmes, travaillant beaucoup avec les hôtels et le tourisme, vous pouvez imaginer qu'on a fait face à beaucoup de difficultés. Et finalement, dans ces difficultés, c'est là où les équipes sont solides, se resserrent, se serrent les coudes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, l'orage est passé et on est de nouveau sur des visions très optimiste de l'avenir. Très bien. Super. J'ai déjà une petite question d'une internaute pour vous. Donc, je vous la pose pareil, un petit peu rapide et après on passe au lauréat suivant. De toute façon, on reviendra avec vous, avec toi, Jean-Luc. C'est Rebecca qui nous demande comment est-ce que vous participez à respecter l'environnement en fait dans votre production et vos cultures? Alors, c'est un tout. D'abord, on a un système. Alors, je vais prendre un exemple pour vous dire ce qui se fait parce que c'est très large. On travaille avec les producteurs, on les encadre pour leur apprendre à essayer de travailler avec le minimum de pesticides, voire pas de pesticides du tout. C'est déjà la première étape. Donc, on les amène de ce qu'on appelle le niveau, on va dire, de méconnaissance de la culture des fruits à un niveau de Good Agriculture Practice, qui est un peu le nom utilisé, le GAP, le GAP. Et ensuite, du GAP, on les amène à l'organique, au bio. Donc, il y a 3 étapes à franchir pour arriver à faire des produits de haute qualité. Ça, c'est le premier point. Les fruits sont amenés à l'usine. Ils sont transformés. Quand on fait 1 litre de jus, on a 1 kg ou 2 kg de déchets. Ces déchets, on fabrique du compost. Et ce compost, qui va l'utiliser? Le paysan qui nous a amené les fruits, en priorité. Donc là, on a déjà un premier cercle d'utilisation et de réutilisation d'un produit à haute valeur ajoutée, parce que le compost est évidemment un très bon produit. C'est un compost totalement… Ça nous permet d'utiliser ce compost pour faire des bonus, pour lancer des nouvelles cultures avec des nouveaux paysans, etc. Voilà un exemple. Après, je peux donner des dizaines d'exemples, parce que chaque… on va dire, c'est un puzzle et chaque pièce représente quasiment un challenge. Je vous donne un autre exemple pour vous donner la difficulté avec laquelle, par exemple, on lutte contre le plastique et contre les pesticides. On produit des goyaves. Donc, les goyaves, ça ressemble à une poire un petit peu. Donc, cette poire est attaquée par des insectes. Alors,
que font les 99% des producteurs dans le monde, on va utiliser un insecticide pour tuer l'insecte. Plutôt que de tuer l'insecte, nous, on protège le fruit dans un sac plastique qui, en plus, lui donne une espèce d'effet de serre. Donc, on a un fruit qui est magnifique. Par contre, C'est du à la plastique. fin de la production, on a des sacs plastiques. Que fait-on avec ces sacs plastiques? Donc, on a essayé plein de formules, de ce qu'on appelle des alternatives pour essayer de trouver un moyen de se débarrasser de ces plastiques. Et aujourd'hui, la meilleure formule que l'on a trouvée, c'est d'acheter une qualité de plastique très très bonne qui nous permette de le faire durer pendant 3 voire 4 récoltes successives. Et à la fin, on leur fournit un gros tonneau et ils brûlent ça comme on brûle sur les marchés pour faire les saucisses. C'est Bon, un peu le principe. On va trouver la solution idoine. Alors, si quelqu'un dans les auditeurs peuvent nous donner une bonne formule, je suis preneur. Bon, en tous les cas, c'est super. Merci Jean-Luc, c'est super impressionnant. On reviendra vers toi tout à l'heure. Je vais passer la parole à Laurent qui est directeur marketing à l'EDEC Business School et donc qui remet le prix entrepreneur donc Jean-Luc Voisin a gagné pour justement avoir un petit peu, Laurent, ta réaction par rapport au profil de Jean-Luc que tu as eu l'occasion de rencontrer, je pense. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc. Alors en fait, on avait participé au trophée d'Asie à Singapour. Alors malheureusement, je n'y étais pas. C'était notre président, M. Bruno de Pamplonne, qui avait remis le trophée. Moi, j'étais à Dubaï par la suite. Donc voilà, on a suivi quand même pas mal les trophées aussi du petit journal. Non, c'est vrai que le profil et l'histoire de Jean-Luc a retenu l'attention un peu de tout le monde. Hein, voilà. On n'est pas les seuls. Alors voilà, nous, pourquoi on a été sensibles à ça déjà parce que l'EDEC, ça a été fondé par des entrepreneurs. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais on a quand même une fibre entrepreneuriale aussi au sein même de la création de l'EDEC du coup, en 1906. Voilà, donc l'EDEC, c'est près de 50 000 étudiants diplômés dans 125 pays. Et parmi ceux-là, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs. On a aussi l'entrepreneuriat au sein de nos programmes. Donc, voilà, comme quoi on favorise aussi cette que ce soit au sein des programmes post-bac ou en master ou même en MBA, puisqu'on a un MBA qui est spécialisé aussi en entrepreneurship et qui est plutôt bien classé en France. Et enfin, on a aussi des incubateurs comme pas mal d'écoles, mais dont des places aussi à la Station F pour ceux qui connaissent, le plus grand incubateur au monde. Et on peut citer, entre autres, pour ceux qui connaissent aussi l'entreprise Yuka, qui était aussi un bon exemple d'entrepreneuriat successful, qui est l'application pour scanner aussi un petit peu les aliments avec toute cette reconnaissance du bio et du bien manger. Donc, en fait, le profil de Jean-Luc, il va vraiment avec tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, déjà, être entrepreneur, souvent, c'est innover. C'est un peu ce que j'avais dit à Julie Leblanc au trophée à Dubaï, de par son parcours. Mais c'est innover, être le premier. Jean-Luc, lorsqu'il nous expliquait son parcours, c'est effectivement au départ au Vietnam, quasiment pas de concurrence directe sur le bio. C'est aussi être performant en respectant l'environnement, comme il vient de l'expliquer. Et puis surtout, en tout cas, pour une école comme la nôtre, entrepreneur à l'EDEC, c'est aussi rayonner à l'international. Et là, on vient de le voir, Jean-Luc l'a expliqué un petit peu aussi, les produits qui sont issus des vergers du Mékong se retrouvent maintenant à Singapour, Hong Kong, Malaisie, les Émirats, la France, le Japon, etc., etc. Donc voilà, moi je voulais juste vraiment faire court. On était très sensible effectivement à cette entreprise emplie de succès parce que c'est quand même aussi important quand on est entrepreneur que l'entreprise subsiste et aussi dans la durée, mais aussi avec ce respect de l'environnement et donc du coup on lui souhaite tout le succès possible après la traversée de cette crise et du coup on espère le rencontrer bientôt physiquement. Ok, merci Laurent. J'aurais une question pour un spécialiste de l'EDEC des écoles de commerce et de management. Comment peut-on faire pendant 10 ans sans crédit bancaire, sans découvert aucun, en partant avec un capital de 150 000 $,
pour arriver à monter une entreprise qui était montée en 10 ans à 5 millions de dollars. Ah, j'ai une C'est de la coupure. persévérance, hein. Dans les entrepreneurs, on a ceux qui réussissent tout de suite, mais qui après ont une période un peu compliquée. Et il y a ceux aussi qui s'inscrivent dans la durée, qui résistent et qui persévèrent. Et je crois qu'en fait, c'est un petit peu tout ça. Donc, c'est s'entourer des bonnes personnes, je pense aussi. Et puis, c'est surtout, en ce qui vous concerne, je pense que je ne connais pas assez, mais c'est l'abnégation, la persévérance. Et puis voilà, la volonté d'arriver jusqu'au bout et parmi toutes les crises qu'on peut rencontrer, notamment celle qu'on traverse. Parfait. Merci, Laurent. Tu as touché. Jean-Luc, Merci beaucoup. on va passer aux autres lauréats parce qu'on est 7, donc du coup, on va essayer de donner un peu la parole à tout le monde, mais on y reviendra un petit peu après. Notre lauréat suivant, c'est Mohamed Goul. Il est lauréat du trophée éducation qui est remis par le CNED. Mohamed est originaire de Lorraine. Il est expatrié au Canada depuis maintenant pas mal d'années et il travaille en fait sur tous les fronts pour aider les personnes avec autisme à s'améliorer dans les différentes sphères de leur développement. Et il a notamment innové avec un projet qui s'appelle Approche. Alors, c'est un acronyme, il va nous expliquer ça, qui réunit de jeunes adultes autistes et des professionnels autour d'une passion, la musique. Alors, bonjour Mohamed, vous êtes au Canada, là c'est tôt le matin. Merci beaucoup. Tu es au Canada, pardon, c'est tôt le matin. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est justement Approche et comment tu travailles avec les autistes ? Bonjour à tous. Oui, alors approche veut dire art, percussion, programme, recherche, organisation sociale et humaine. C'est un petit peu long, mais quand on veut expliquer une démarche qui prend beaucoup de temps, en tout cas, il y a différents volets dans ce projet-là. Il y a le volet vivre le moment présent avec ces personnes-là. Moi, je viens de la France, de Picardie précisément, si je peux me permettre de préciser. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, j'ai grandi dans un milieu multiculturel où il y avait beaucoup de partage. Et dès que je suis rentré dans une société française, comme on dit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de zones fermées, de zones bizarres où les personnes différentes, autistes en l'occurrence, mais pas seulement, n'étaient pas forcément respectées dans leur dignité humaine, si je peux dire ça comme ça. Ils n'avaient pas accès aux mêmes choses. Et je trouve que l'art est un bon moyen, en tout cas, même pour moi, l'art a fait beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, et après, dans l'art, il y a différentes façons d'utiliser l'art. Moi, c'est le rythme, le mouvement et la voix qui m'intéressent. Le rythme pour développer la concentration, le rythme pour avoir un sentiment de partage, d'échange. Voilà, donc on a vraiment monté un programme. Il y a une première étude qui a été faite en 2006 par des chercheurs au Québec qui a validé le programme. Et le point fort de ce programme-là, c'est que les personnes qui ne communiquent pas de façon, je dirais, normale ou de façon régulière, comme on peut le faire ici en ce moment, passent de 33% d'interaction à 64%. Donc, ils doublent leur intérêt d'être en communication. Donc, lorsqu'on a découvert ça en 2006-2007, on s'est dit, bon, il y a quelque chose de très intéressant à aller chercher là. Et ce qu'on voit aussi souvent quand on parle d'inclusion, quand on parle d'intégration, dans les écoles ici au Québec, puis en France, à peu près la même chose quand même, puis à travers le monde aussi, ces personnes différentes au niveau neurologique, je parle beaucoup d'autisme, mais ce n'est pas seulement ça, on parle aussi de santé mentale, ils sont comme isolés. Il n'y a pas vraiment de lieu de rencontre dans les écoles pour dire on fait une activité où on va grandir ensemble comme société. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'actuellement, on travaille dans les écoles où des jeunes au parcours régulier, dans un projet de 15 rencontrent des personnes différentes. Et là, l'idée, c'est d'être là pour les accompagner avec le programme Approche. Donc, tous ces ateliers-là sont filmés. Donc, voilà. Et actuellement, on travaille avec McGill aussi au niveau de voir l'effet du rythme sur le cerveau par rapport à l'apprentissage, par rapport au développement social. Donc, voilà. Et ce qui est la force de ce programme-là, c'est que depuis 2000, toutes les interventions dans tous les milieux, aussi bien en petite enfance, primaire, secondaire qu'adultes, sont filmées. Donc, on possède cette année, on dépasse les 26 000 heures d'archives. Je ne sais pas si ça vous donne une idée du travail qu'on peut observer. Je pense que pour comprendre un mouvement, pour comprendre une société, il faut pouvoir l'observer. Sur le moment, cela nous permet aussi d'être très spontané, puis d'avancer essai-erreur. C'est très difficile de savoir comment fonctionne une personne si tu n'as pas le temps d'observer comment toi tu fonctionnes avec elle. Donc, voilà en résumé un petit peu ce programme-là, cette démarche-là qui au Québec est là depuis 20 ans.
Bravo, Mohamed. On a une question de Pascal, un de nos internautes. N'hésitez pas, les internautes, hein, posez vos questions à partir du petit question-réponse qui est en bas, dans la barre du bas du webinaire. Ça vous ouvre une petite fenêtre et vous posez les questions. Donc, il dit bravo, Mohamed, pour votre programme, effectivement. Il demande, est-ce que le programme est utilisé ailleurs dans le monde? Bah, ça, c'est mon souhait. Ça, c'est mon souhait. Je suis beaucoup en contact avec des amis, des collègues en France, l'Italie, la Tunisie, le Maghreb, mais c'est sûr que j'aimerais forcément développer ça à l'extérieur. Donc voilà, donc l'intérêt est là. Maintenant, il faut trouver les contacts et je pense que ce genre de rencontres-là, ce genre de trophées-là ouvre des portes aussi. Donc c'est un petit peu le désir que j'ai à travers ça. C'est ce qu'on souhaite, évidemment, c'est ce qu'on te souhaite. Je vais passer la parole à David Boin, qui est le directeur marketing du CNED. Désolé si j'écorche peut-être vos intitulés, mais bon, on se connaît bien et je vous laisse rectifier. Je te laisse rectifier, David. Du coup, qu'est-ce qui t'a impressionné je te laisse la parole puisque le CNED parraine le trophée éducation depuis maintenant le début. Qu'est-ce finalement est impressionnant dans ce parcours de Mohamed et qu'est-ce qui vous a séduit? Merci Hervé. Bonjour à tous. Moi, je voudrais commencer par remercier déjà Mohamed pour le travail qu'il a mis en œuvre et cet engagement et cet investissement dans une cause qu'on connaît globalement assez mal et qui est d'une complexité extrême. Travailler à l'inclusion de personnes autistes, globalement à des troubles du comportement assez graves, hein, voire très graves. Je crois que c'est un engagement qui est assez unique. Donc, je voulais commencer par le remercier. Pour tout ça, je crois que votre parcours a fait à peu près l'unanimité dans le jury. Donc, le classement a été assez facile à réaliser pour une fois, j'allais dire, mais véritablement, on avait tous été bluffés par justement cet investissement et cet engagement. J'évoquais tout à l'heure la cause un peu soit mal connue, soit en tout cas difficile à traiter, qui est celle de l'autisme ou des troubles du comportement. Alors, nous, au CNED, hein, en partie, certains le savent, on a une mission de service public sur l'enseignement des élèves qui ne peuvent pas suivre un enseignement en présence. Donc, on dispense pour cela un enseignement à distance. Alors, soit c'est choisi pour des artistes, pour des sportifs de haut niveau, pour de l'itinérance, mais c'est aussi la plupart du temps subi par une maladie, par un handicap, par une phobie scolaire, par aussi une ruralité extrême. Et pour cela, on a malheureusement une difficulté à adapter les parcours par rapport au comportement et aux capacités d'apprentissage de chacun. Alors, c'est vrai que ces autistes-là, ou ces enfants avec des troubles particuliers, on a du mal aujourd'hui à les suivre, nous, à distance. On sait que les écoles en présence ont aussi du mal, sauf certaines qui arrivent à avoir des adaptations de pédagogie et de parcours, arrivent à apporter cette inclusion scolaire sur laquelle vous travaillez également. C'est une vraie difficulté pour nous. Et moi, ce qui m'a particulièrement bluffé dans votre parcours, c'est tout ce travail de recherche qui a été réalisé. Vous évoquez, je crois, 25 000 heures de vidéos qui ont été analysées, notamment sur les réactions des personnes autistes que vous pouvez avoir, les réactions sur un certain nombre d'actions que vous pouvez mettre en place. Et quand on voit aussi les validations de recherche qui ont été réalisées sur cette approche, c'est un mauvais jeu de mots, je suis désolé, mais je trouve ça totalement formidable, d'autant plus qu'on sait que ce sujet, je ne sais pas dans quel état scientifique est le sujet au Canada, en tout cas en France, on le sait très bien, c'est un sujet sur lequel la communauté scientifique n'arrive pas à s'accorder. Je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays du monde, je suis très loin d'être un spécialiste. Ce que je constate, c'est que vous avez réussi à faire consensus de par le résultat. C'est ce qui est toujours difficile dans ce type d'approche, justement, de pouvoir avoir du résultat. Et je crois que tout l'exercice que vous avez mené, basé sur cette recherche et cette lecture et analyse des heures de vidéo, montre véritablement le résultat. Vous évoquiez un chiffre tout à l'heure qui est formidable hein, sur l'intégration, c'est juste fantastique. J'invite tout le monde à regarder deux vidéos que moi j'ai regardées, hein, une sur votre projet initial, donc qui doit dater d'il y a quelques années maintenant, et la dernière vidéo que j'ai pu voir sur Carmen, l'opéra de Carmen, où on voit certains de vos adultes ou plus jeunes même, autistes ou avec des troubles de comportement, chanter, faire de la musique dans un opéra avec des artistes. Je trouve ça juste formidable. Voilà, donc je crois que vous êtes un vrai mélange d'empathie et d'altruisme
probablement même allant jusqu'à l'abnégation envers une population qu'on a du mal à regarder en face de manière générale. Et pour tout ça, véritablement, je voulais vous remercier et j'aurai grand plaisir à pouvoir vous remettre le prix, je l'espère, en septembre prochain. Merci pour tout ça. Merci à vous, merci infiniment. Merci David. Mohamed, on reviendra vers toi tout à l'heure. On va passer au lauréat suivant qui est Christophe Bellache, pardon. J'espère que j'écorche pas ton nom, Christophe, qui normalement est basé en Australie, mais qui est en ce moment en France et qui est lauréat du trophée innovation parrainé par Mr. Fly. Donc, il est en Australie depuis 2000 et il est le fondateur de Underwater Earth, qui a pour objet notamment de révéler les océans au plus grand nombre et à grande échelle. En fait, il a créé le Google Street View des océans, donc c'est juste extraordinaire, et notamment en inventant une caméra, une prouesse technologique qui a encore jamais égalée et qui permet de cartographier en fait les océans à grande échelle. Alors Christophe, moi je me pose la question, c'est que comment ça marche, comment est-ce qu'on cartographie des océans finalement? Déjà, bonjour à tous. Merci de cette merveilleuse réunion de personnes tout aussi incroyables les unes que les autres, de par leur projet. Et donc, nous, en fait, l'aventure a commencé en l'an 2010, en 2010, à un moment où finalement, peu de gens se souciaient de l'état des océans, alors même que l'océan, on le sait tous, mais représente plus de 70% de la surface de la Terre. Et plus de 50% de l'oxygène que nous respirons tous au jour d'aujourd'hui là vient des océans. Et pour autant, on le pollue, on le détruit, et il y a vraiment un disconnect total entre cet environnement critique et important et la vie de tous les jours. Et donc à ce moment-là, on s'est dit comment fait-on finalement pour faire en sorte que la population en général, puisse finalement d'abord aimer et donc par voie de conséquence protéger un environnement qu'elle ne connaît pas. Et dans lequel elle n'a pas l'occasion d'aller. Donc c'est un petit peu on va dire le point de départ de cette aventure qui a commencé maintenant il y a 10 ans. Et en fait, on s'est dit, on a été inspiré un petit peu par finalement la puissance d'outils comme Google Street View qui à l'époque venait juste de se lancer en 2008 aux États-Unis. On s'est dit, mais tout simplement, encore une fois, quelque chose qui paraît peut-être plus évident maintenant qu'il ne l'était à l'époque, on s'est dit, créons le Google Street View des océans pour apporter l'océan aux gens et les reconnecter à un environnement avant qu'ils puissent l'aimer et donc vouloir le protéger. Donc, on a créé cette fameuse caméra dont tu parlais, Hervé, qui s'appelle la SV2 et qui est une caméra qui nous permet du coup de cartographier les fonds marins, principalement les récifs coralliens auxquels on s'attache. Chaque cliché est un cliché en 360 degrés sur une caméra qui parcourt 2 km sur chaque plongée et qui est géoréférencée, ce qui veut dire qu'en fait, qu'à chaque fois qu'on prend un cliché, c'est un cliché qui sert aux scientifiques pour comprendre l'environnement, qui, permet d'être géoréférencé, du coup, qui permet du coup aux scientifiques et à n'importe qui de revenir au même endroit précis pour comparer cet environnement au fil des temps. Et troisièmement, qui est un outil pédagogique très fort, puisque grâce à les plateformes comme Google Street View, Google Earth, etc., c'est des images qui, du coup, permettent de toucher des centaines de millions de personnes. Voilà, donc et finalement de mon côté, je ne suis pas ingénieur et je me suis inventé développeur de caméra en m'entourant évidemment des bonnes personnes pour créer cette caméra assez révolutionnaire qui nous a permis et qui nous permet toujours de cartographier les récifs coralliens. En tous les cas, bravo, c'est extrêmement impressionnant. Marie-Hélène Rousseau, qui est la directrice de la communication de Mr. Fly, je sais qu'elle avait été très impressionnée au moment du jury. C'est vrai qu'on a tous rêvé avec vos images, hein, quand même, ça faut le dire. Mais surtout, ce qui est, sans mauvais jeu de mots, ce qui est vraiment fantastique, c'est le fond de ce projet. Là, vraiment, on est au fond des choses, une fois de plus, sans mauvais jeu de mots. Marie-Hélène, votre réaction peut-être? Oui, alors c'est vrai que cette année encore, on a eu de très très beaux candidats, quelles que soient les catégories, hein, mais au niveau innovation, il y a toujours des choses qui sont assez incroyables. Et le projet de Christophe, oui, a remporté les suffrages parce que il l'a très bien dit lui-même, il y a différentes dimensions dans ce projet.
pour nous, Mr. Fly, on fait voyager d'une autre façon. Voilà, c'est pas virtuel, c'est plus concret. On propose des billets d'avion, mais aussi des locations de voitures, des locations de vacances et des hôtels. Et là, en fait, à travers son projet, Christophe nous offre un accès au rêve et au voyage qui est totalement différent et qui a un aspect forcément scientifique, un aspect profondément humain aussi. Et c'est très inspirationnel, je trouve, et ça donne envie. Ça donne envie d'y aller, ça donne envie de protéger, ça donne envie, voilà, ça donne envie tout court, je trouve. Et c'était à travers cette prouesse technologique et cette innovation important pour nous de mettre en avant le projet de Christophe. Super, merci beaucoup Marie-Hélène. Christophe, on reviendra aussi vers toi avec les questions des internautes un petit peu plus tard. N'hésitez pas à poser vos questions, chers internautes qui assistaient à ce webinaire en direct. Je vous rappelle que vous pourrez également le visionner en replay un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Vous le retrouverez évidemment dans lepetitjournal.com. Mais posez vos questions, on a encore nos lauréats à peu près pendant 40 minutes. Donc, profitons de la lauréate suivante est basée à Singapour. Elle s'appelle Nathalie Ribet. Et elle est la fondatrice d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Sing Théâtre. Et elle reçoit le trophée Culture Art de Vivre donc 2020, parrainé par Courrier International, le groupe Le Monde. C'est devenu une artiste, c'était pas une artiste, c'est devenu une artiste, metteur en scène, productrice à succès. Elle est généreuse aussi puisqu'elle s'est lancée dans des actions caritatives avec les hôpitaux de la ville et elle sait également transmettre puisqu'elle a monté une école de théâtre. Donc, c'est vraiment admirable. Nathalie, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as eu l'idée de, finalement, toi qui n'étais pas artiste au départ, de te lancer là-dedans et finalement t'appuyer sur la francophonie pour rayonner à travers une dimension artistique. En fait, effectivement, c'est un peu par hasard hein, et puis par chance. Quand je suis arrivée à Singapour en 1996, donc il y a quand même pas mal d'années, j'ai suivi comme pas mal de femmes à l'époque leur mari. Moi, j'étais dans le marketing et la vente dans l'industrie biomédicale. J'étais chez Siemens. Et j'ai quitté parce que pas vraiment le choix, hein, faut reconnaître. Donc, j'ai suivi mon mari et en arrivant ici, je n'ai pas pu travailler chez Siemens Medical parce qu'en fait, mes enfants ont été extrêmement malades. Donc, du coup, je devais m'occuper d'eux. Ils sont hospitalisés pas mal, notamment un a été hospitalisé de nombreuses fois. Donc, du coup, le hasard m'a amené un jour à l'Alliance française où il y avait une réunion, une montée, une comédie musicale, Starmania. Et j'ai postulé en me disant, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance qu'il n'y a pas grand monde à l'époque qui s'est présenté. Donc, j'avais pas vraiment de talent, mais bon, il se trouve que voilà, ça a fonctionné en fait. Et j'ai été choisie. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un coup de foudre, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, j'ai toujours voulu faire ça quand j'étais petite, d'être une scène et de chanter et de danser. Et à partir de là, j'ai commencé donc à être sur scène et après, j'ai pris des cours. Je suis en quelques années, je suis passée d'abord, je me suis professionnalisée, j'ai pris des cours de théâtre, de chant, etc. pour pouvoir jouer à titre professionnel à Singapour. Et après, j'ai mis en scène et j'ai produit de façon d'abord amateur et ensuite professionnelle. Et en 2006, j'ai créé Sing Theatre avec la volonté de faire la promotion de la culture française auprès des Singapouriens, donc en mettant en scène des spectacles avec une forte connotation, enfin un fort lien avec la France, mais mettant en scène des Singapouriens en anglais. Donc, c'était des spectacles qui, par exemple, le tout premier, s'appelait No Regrets, a Tribute to Edith Piaf. Donc, c'était un spectacle en musique qui racontait l'histoire d'Edith Piaf et qui chantait ses chansons, en fait. Donc voilà, après, j'ai fait ça pendant 5 ans et au bout de 5 ans, j'ai développé la compagnie pour pouvoir avoir plus de poids sur la scène singapourienne. J'ai démarré un programme de musique dans les hôpitaux. J'ai démarré avec une grosse fête de la musique à l'hôpital, Singapore General Hospital, qui est l'équivalent du CHU
de Singapour. Ça a eu un gros succès et puis tout ça, ça s'est développé jusqu'à dernièrement en octobre. J'ai lancé un programme qui s'appelle 365 jours de musique à l'hôpital. Donc, l'idée, c'est d'avoir 1 heure de music live tous les jours dans un des hôpitaux publics fait par un professionnel. Et là, le programme, bien sûr, s'est arrêté avec le Covid, bien entendu. Et la troisième partie de Think Theater, c'est que la partie education, c'est-à-dire que j'ai créé en 2014 une école de comédie musicale. Donc aujourd'hui, on a près de 200 étudiants et 3 profs à plein temps. Voilà. Bravo Nathalie, moi j'appelle pas ça de la chance, mais plutôt beaucoup de talent et puis j'imagine aussi beaucoup de travail et puis beaucoup du travail, je précise, du travail. Non, du talent et de la générosité du travail, et du partage. Merci beaucoup. Oui. Ingrid Tervat, qui est journaliste chez Courrier International, notre partenaire et nos amis, Courrier International parraine le prix, le trophée Culture Art de Vivre. Peut-être Ingrid, tu as quelques mots par rapport au parcours de Nathalie? Oui, alors on était très impressionnés par ce parcours et on est très fiers de remettre ce prix à Nathalie parce que il y a beaucoup de choses dans ce parcours qui sont très parlantes pour nous, le lien avec la culture francophone, la volonté de faire des ponts entre différentes cultures, entre différents territoires, entre la langue française. Au-delà de la France, la francophonie, vraiment la langue française et l'Asie, c'est quelque chose qui est très important. Évidemment, il y a une dimension sociale dont vous avez parlé à l'instant avec votre travail dans les hôpitaux depuis longtemps maintenant. C'est pas juste un événement comme ça, c'est vraiment une implication très profonde. Et puis la transmission avec la sensibilisation communautaire dans les écoles. Donc finalement, cette compagnie, cette troupe, c'est vraiment ce travail, c'est un travail de transmission culturelle, transmission de savoir, transmission humaine. Et c'est ça qu'on voulait récompenser. Et puis, je voudrais saluer aussi l'audace d'avoir fait ça. Parce que partir, c'est bien, mais oser monter sur scène quand on ne l'a jamais fait, il fallait oser. Et c'est pas rien. Donc voilà, on est très fiers. Merci bravo à vous. Effectivement, il faut de l'audace, je pense, pour un projet comme celui-là, pour monter sur scène et puis pour en arriver aujourd'hui à produire des spectacles comme cela et aussi à le partager. Merci Nathalie, merci Ingrid. On reviendra évidemment vers toi en fonction des questions des internautes. N'hésitez pas à poser vos questions, les internautes. Je suis ravi de voir Annick Devinois de la Banque Transatlantique. Je ne sais pas si Annick, tu m'entends. Parce que ça ne marchait pas tout à l'heure. Non, c'est Clémence. Annick, Clémence, pardon. Excuse-moi Clémence, parce que je voyais la petite vignette. Bon, ravi Clémence de la Banque Transatlantique aussi. Donc je prends le relais. Bon, ok, ça marche, c'est bien. Bon, parfait. Du coup, on va présenter votre lauréat, Antoine Bernardo, puisqu'en plus je le vois avec ses enfants, donc ils en ont peut-être un petit peu marre, il devait passer en premier. Donc on va lui donner la parole en premier. Donc Antoine Bernardo est le lauréat du prix du public des trophées des Français de l'étranger 2020 cette année, donc qui est parrainé par la Banque Transatlantique. Le prix du public est un petit peu différent des autres prix au sens où sur les autres prix on réunit, donc je vous avais dit on a 380 finalistes, tous extraordinaires. On désigne au petitjournal.com 5 finalistes, un jury se réunit et il y a des vainqueurs qui sont présents aujourd'hui. Et le prix du public, en revanche, on prend une dizaine de finalistes et on demande au public du petitjournal.com, coucou les filles, on demande aux lecteurs du petitjournal.com, donc vous, de voter pour le lauréat de votre choix, pour celui qui vous a semblé le plus intéressant, qui vous a le plus touché. Et cette année, c'est Antoine Bernardo, donc, qui est là, je crois, avec sa femme, donc Caddy, et ses enfants, qui a gagné. Donc, Antoine et Cadiz ont créé Inaya Permaculture and Beyond, qui est un collectif pour la préservation et la régénération de la terre au bénéfice de ses habitants en Jordanie, où ils sont installés depuis 2016. Donc, c'est un projet autour de la permaculture. Ils ont notamment une action qui s'appelle Green the Desert, c'est-à-dire qu'ils font pousser tout et n'importe quoi dans le désert en Jordanie, dans un endroit où il n'y a quasiment pas d'eau. Donc, c'est vraiment un projet admirable. Antoine et Caddy, je vous laisse la parole pour nous présenter un petit peu ce projet et puis nous dire, déjà, vous avez commencé par faire un tour du monde de 3 ans sans prendre l'avion. Alors moi, j'avoue que j'ai du mal à… Comment on fait? Merci à tous. Avant tout, voilà, c'est vraiment, on est vraiment ravis d'être là en présence de tellement de beaux projets et de nous donner l'occasion de
présenter un peu notre parcours. Donc, en quelques mots, voilà, avec Caddy, ça remonte à notre mariage, hein, donc ça remonte quand même à 11 ans de ça. Mais on a tout de suite eu cette intention de partir voyager, de partir faire un peu aussi un état des lieux de la planète, parce qu'on avait tous les deux un passé dans l'associatif et l'humanitaire, et on sentait qu'il y avait besoin de voir par nous-mêmes, et avec cette intuition que la Terre, la connexion à la Terre, avait un rôle important à jouer. Donc c'est pour ça que dans ce voyage, on n'a pas voulu quitter la Terre. C'était évidemment aussi pour des raisons d'empreinte carbone écologique. Et donc comment ça s'est fait? Tout simplement par les moyens de transport locaux, collectifs, à pied lorsqu'il a fallu, à vélo, et puis lorsqu'il a fallu traverser les continents, en bateau. Donc on a eu différents types de bateaux. C'était du voilier au porte-containers, et par le plus grand des hasards, on s'est retrouvé sur le Queen Mary 2, il faut quand même le dire. c'est pas du tout Et finalement, vous vous êtes fixé en Jordanie. Comment vous avez choisi la Jordanie? En fait, au cours du voyage, on a eu l'occasion de rester, de passer par énormément de pays. Et l'idée, c'était de pouvoir apprendre à nous-mêmes être connectés à cette terre et de pouvoir faire en sorte que ce voyage soit un outil pour que d'autres puissent également se reconnecter. Et donc, en fait, on voyageait de ferme bio en ferme bio. Et les premiers endroits où on allait, c'était toujours, bien sûr, l'endroit où on pouvait se fournir en alimentation bio, puisque l'idée, c'était de rester justement dans ce cercle vertueux. Et en Jordanie, comme partout, on a rencontré des producteurs bio, des jeunes fermiers extrêmement dynamiques qui avaient à cœur de préserver, parce qu'en Jordanie, c'est quand même assez... Il y a des lieux qui pratiquent la permaculture depuis toujours, qui sont toujours... qui cherchent à promouvoir ces lieux. Et il y a des... Tiens, mon chat. Et il y a des personnes magnifiques, notamment énormément de femmes qui sont investies dans ce type de projet, de reconnecter et de garder connectés les gens à la terre et à une alimentation saine. Elle veut passer à l'écran aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Elle est très, très portée sur les livres. Donc, et donc, du coup, en fait, la Jordanie, c'est au cours du voyage, à l'époque, on n'avait absolument pas entendu parler de la permaculture. Et on nous a suggéré de rencontrer quelqu'un qui est très cher à notre cœur aujourd'hui, qui est Geoff Lawton en Australie, qui est lui marié à une Jordanienne. Et qui ont un projet qui s'appelle Greening the Desert ici. En fait, vous l'avez évoqué juste quelques minutes avant, où il a commencé, nous sommes greffés en tant qu'étudiants sur le projet, mais où il a commencé à faire reverdir le désert de manière magnifique et très inspirante. Et ça nous a motivés d'autant plus à rester ici et à contribuer aussi à ça. Voilà. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Clémence, donc du coup, pour la Banque Transatlantique, c'est le prix du public de l'année. Donc, Antoine et donc Caddy, que j'associe bien sûr pour ce projet. Qu'est-ce qui vous plaît, Clémence, dans un projet? Qu'est-ce qui te plaît dans un projet comme celui-là? Eh bien, en fait, nous, déjà, on est ravis que ça soit ce projet qui a été sélectionné, puisque c'est la première fois qu'on soutient un projet de ce type. Par le passé, c'est vrai que le public s'était plutôt orienté vers des projets culturels ou l'année dernière, la sauvegarde des animaux. Donc là, c'est vrai que la permaculture, c'est une nouvelle thématique. Et c'est vrai que la banque, elle est partenaire depuis 2016 du prix du public. Et à chaque fois, c'est une belle surprise de découvrir en fait tous ces parcours. Et à vrai dire, il y en a tellement. Bon, il faut faire des choix, c'est évident. Le projet de cette année nous parle beaucoup et en fait, on est vraiment fiers que ce soit... le message, en fait, on est fiers du message qui a été porté et des valeurs qui sont transmises via ce projet. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous à titre privé et aussi en interne au sein de
de la banque, au sein du groupe Crédit Mutuel auquel nous sommes rattachés. Et en fait, je pense que c'est un projet qui fait d'autant plus sens actuellement, puisqu'en fait, il fait vraiment écho à cet éveil des consciences en matière d'environnement. Et je pense que dans ce cas, le message qui est transmis est assez fort, et j'espère que ça va aussi susciter d'autres initiatives dans ce domaine, que ça soit en Jordanie ou en fait dans d'autres pays. Merci Clémence. Effectivement, c'est un très bel exemple et on a affaire avec Antoine à un bel ambassadeur. La lauréate suivante s'appelle Georgina Siaba. Elle est lauréate du trophée ancien élève des lycées français du monde remis par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est le seul prix qui est un petit peu différent au sens où il est ouvert à toutes les nationalités, pas seulement aux Français. La condition étant en revanche que ce soit des personnes ce soit des anciens élèves des lycées français du monde. Donc, ce formidable réseau évidemment éducatif français à l'étranger, dans le monde entier. Et Georgina est donc du coup elle-même une ancienne élève des lycées français. Je crois qu'elle nous le redira, mais il me semble qu'elle était à Séoul et au Cameroun également. Donc, c'est une jeune ivoirienne qui, du coup, s'est inspirée de son enseignement dans les lycées français du monde pour venir depuis en aide aux enfants à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui n'ont pas accès à l'éducation grâce à une association qu'elle a créée qui s'appelle, tu nous diras, Georgina, si je prononce bien, mais c'est Tentaku. Ce sont des bibliothèques de quartier, en fait, qui émergent finalement dans des endroits où lire, finalement, c'est davantage un luxe. Donc, bonjour Georgina, j'espère que tu nous entends bien. Ah, il faut que tu remettes ton micro là pour que nous, on t'entende en revanche. Voilà, normalement, c'est bon. Merci, super, on t'entend bien. Donc, je disais en fait que du coup, tu as eu un parcours dans les lycées français. Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui par rapport à la fois ton parcours professionnel, mais aussi ton parcours avec cette association ? Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que recevoir une éducation au départ des lycées français à l'étranger, peu importe nos origines, c'est déjà qu'on grandit, on reçoit les valeurs de la République. Donc une fois qu'on rejoint Paris, ou la France, qui est la suite logique en fait pour nos études dans le supérieur, on n'a pas de difficultés en termes d'intégration et on est vraiment armé pour briller de par nous-mêmes. Sinon, moi, quand je repense à mon expérience dans les lycées français, c'est vrai qu'on dit que la famille, c'est la première instance d'éducation et l'école la seconde, mais dans les lycées français, c'est un peu une formule 2 en 1. Parce qu'on forme une famille, en fait, et avec le corps enseignant et les camarades de classe qu'on retrouve un peu plus tard et qui forment nos réseaux. Je précise que les enseignants, par exemple, des lycées français ne se contentent pas que de transmettre du savoir. Ils s'associent, par exemple, aux parents d'élèves à leur initiative. Et ça a été mon cas, en fait, pour travailler la personnalité de chacun des élèves, pour faire ressortir notre potentiel. Ils sont carrément considérés comme des coachs, en fait. Très bien. Est-ce que peut-être tu veux nous parler un petit peu de cette association? Comment tu as eu l'idée de créer ça et finalement, à quelle population tu t'adresses? Oui, tout à fait. Donc, du coup, j'ai émis le constat et j'ai vu le contraste qu'il y avait entre le niveau d'équipement au niveau des lycées français de Yaoundé au Cameroun et celui de Kinshasa par rapport aux écoles locales qui n'étaient pas suffisamment équipées, qui sont quelquefois délabrées. Et étant passionnée d'humanitaire, en fait, j'ai décidé de mettre les voiles sur l'entrepreneuriat social et solidaire en créant Vuntaku. Donc, Vuntaku, qui est une association loi 1901, donc qui siège en Île-de-France et qui a pour objet social de corriger les inégalités d'accès à l'éducation dans les pays du Sud. Et ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des livres et des jeux de société au départ de la France. Donc, ce sont des livres en français
Ensuite, on les ramène dans les pays d'intervention en Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC, et on installe des bibliothèques scolaires. Donc, concrètement, en termes de bilan, on a pu installer jusqu'à ce jour 3 bibliothèques en Côte d'Ivoire, une au Cameroun à Yaoundé et une au Congo Brazzaville. Très bien, c'est déjà un très beau succès, puis surtout c'est prometteur en aussi peu de temps. Claire Briquel-Gauthier, qui est responsable de la communication à l'agence, à la EFE, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Claire, qu'est-ce qui t'a inspiré dans le parcours de Georgina, cette brillante ancienne élève? Oui, écoutez, alors je vais mettre mon micro parce que je crois que c'est bon là. Voilà, c'est bon. Bonjour Georgina, je suis ravie qu'on se voit à nouveau. On s'était eu au téléphone, mais c'est vrai que écoutez, nous, on est vraiment ravis de ce prix pour Georgina parce que c'est vrai que son projet et son parcours est exemplaire à plusieurs titres. D'une part parce que je crois que cette scolarisation dans les établissements français à l'étranger, c'est vrai que Georgina, elle a quand même fait 3 établissements en Corée, à Kinshasa, au Cameroun. Donc voilà, il y a une vraie continuité. C'est là qu'on voit que tout l'intérêt des établissements français à l'étranger, parce qu'il y a eu cette continuité d'éducation dans 3 pays différents, même des continents différents. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et puis aussi parce que voilà, notre mission, c'est une mission de service public d'éducation. Et cette mission, elle est valable pour tous, pour tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. Et elle est importante parce qu'elle véhicule des valeurs. Et je crois que dans le projet de Georgina, c'est vraiment ça que c'est exemplaire. C'est vraiment ces valeurs de solidarité qui nous parlent et qui sont vraiment importantes. Voilà, et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup aimé ce projet et qu'on est bien content que Georgina puisse remporter ce prix. Moi, je salue vraiment cet engagement parce qu'il est important aujourd'hui, et puis aussi parce que il y a ces liens de coopération entre les pays, et c'est vrai aussi que la mission des établissements français à l'étranger, c'est aussi ça, c'est de renforcer ce lien de coopération entre la France et puis les pays hôtes. Et là, on voit bien que Georgina a gardé ce lien qui était très fort, qu'elle a reçu par l'éducation à la française, on va dire, et puis elle a gardé voilà, ses attaches par rapport à son pays. Et franchement, c'est vraiment un magnifique exemple de coopération, de solidarité. Donc on est très contents. Merci Claire. En effet, très beau parcours et prix mérité pour Georgina en tant qu'ancienne élève des lycées français du monde. Le dernier lauréat, le 7e lauréat, pas le dernier, le 7e lauréat qu'on présente aujourd'hui, puisqu'on a 7 catégories dans les trophées des Français de l'étranger, Georges Blanchard, qui est donc le lauréat du trophée social et humanitaire, un prix remis et parrainé par France Média Monde, France 24. Georges Blanchard est à l'origine d'Alliance Anti-Trafic, qui est une ONG. C'est la première organisation de lutte contre le trafic de femmes et d'enfants pour l'esclavage sexuel au Vietnam, un pays où il réside depuis 30 ans, originaire des Vosges, si je ne me trompe pas. Il a été aussi lauréat du trophée social et humanitaire des trophées des Français d'Asie-Océanie en 2019. C'est un combat vraiment de… Je ne sais pas, Georges, si tu me confirmeras, mais c'est vraiment un combat de toute une vie. Peut-être tu peux nous dire en quelques mots comment tu es arrivé à mener un combat d'une telle ampleur. Oui, alors déjà, bonjour tout le monde. Merci pour ce webinaire. Et c'est un combat, je ne m'en suis pas rendu compte en fait, c'est surtout une passion. Donc je suis parti d'une passion et je pense que ma passion a poussé toutes les raisons. Parce que de faire ce travail au départ, j'ai reçu énormément de menaces de mort bien sûr, puisqu'on dérangeait une économie qui était l'économie de l'exploitation sexuelle. Voilà. Alors peut-être juste pour dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'ONG Alliance Anti-Trafic, qu'est-ce que vous combattez exactement? Vous menez également des actions de prévention, peut-être nous dire un petit peu, puis surtout nous donner un peu l'ampleur, parce que c'est un mouvement qui a pris une ampleur considérable. Alors déjà, cette année, en janvier, donc, on a dépassé la barre des 200 000 bénéficiaires.
donc ce qui est pas mal. Oui. On est content, en tout cas, on a passé la barre. Et l'objectif de l'organisation, c'est lutter contre l'exploitation sexuelle sous toutes ses formes. Et le trafic humain est une des formes. Elle a été prioritaire dans les années 2000, puisque absolument aucune organisation s'occupait de ça. Et ce n'était même pas un fait reconnu ni par les Nations Unies, ni par le gouvernement vietnamien. Donc, à savoir que la loi ou la définition du trafic humain a été délivrée en 2004 par les Nations Unies. Donc, on était déjà en avance, en amont par rapport à cette évolution qui était quasiment mondiale. Donc, lutter, au départ, c'est effectivement sauver des gens, mais si on ne fait rien pour que les gens ne retombent pas dans des situations extrêmes comme celle-là, il faut éduquer. Donc, c'était une condition sine qua non, il faut travailler à la base. Ce qui fait que très tôt, on a installé les programmes de prévention et c'est mon gros fer de lance. Je veux dire, pour l'instant, c'est rien du tout, mais on a éduqué plus de 120 000 enfants du nord au sud du Vietnam. À chaque fois qu'on a des moyens, on n'a pas besoin de gros moyens, ça ne coûte rien du tout. Et dès qu'on a des petits moyens, ça y est, on lance une formation. Donc, cette année, on a reçu 14 000 euros de l'ambassade de France. Et avec 14 000 euros, on a pu former plus de 6 000 enfants, par exemple. Ouais, donc, on les forme contre l'exploitation sexuelle, contre le risque de trafic humain, contre les promesses d'emploi à l'étranger et l'immigration sauvage, ce qu'on appelle l'immigration non sécurisée. Donc, on part aussi du principe qu'une personne formée en protège 10. Oui, donc en c'est termes colossal. d'impact. Oui, et donc on les forme surtout à une chose qui est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit, community watch ou watchdog. En fait, on en fait des personnes qui sont responsables dans la communauté et qui sont plus vigilantes vis-à-vis de membres de la famille, d'amis ou de voisins aux risques qu'ils encourent. Parce que le gros problème, je pense, c'est le manque d'éducation et surtout le manque d'information par rapport à tous ces problèmes. Et on se rend compte que quand les gens sont informés, les gens se protègent. Ben, merci beaucoup, Georges, et bravo parce que c'est un travail colossal et admirable. Avant de revenir vers toi, peut-être avec d'autres questions, je vais passer la parole à Elsa Schifano de France Média Monde, France 24, notre partenaire. Merci Elsa, je sais que tu as un rendez-vous juste après, mais je pense que tu vas absolument nous dire quelques mots sur le formidable parcours de Georges et notre partenariat depuis le début entre France 24 et les Trophées des Français de l'étranger. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux que ce prix soit remis à Georges, dont le parcours est exemplaire en termes de ténacité, de courage, de solidarité, d'engagement et également de bienveillance et d'humanisme. Donc, on est vraiment extrêmement fiers de remettre ce prix à Georges pour le trophée donc, social humanitaire dans son combat pour la lutte contre l'exploitation sexuelle et les trafics humains. Son parcours est absolument incroyable puisque, comme tu le rappelais, ça démarre dans les Vosges et puis à Hanoï et puis 25 ans de lutte absolument acharnée. Et donc, c'est un travail au long cours, un engagement sincère et concret qui nous a extrêmement touchés. On est évidemment, les reporters de France 24 vont à la rencontre de chacun des lauréats dans le cadre de cette action. Et c'est vrai que le reporter a été particulièrement touché par le parcours de Georges et par ses actions. Donc bravo. Et puis évidemment, on a hâte de la fête du 23 septembre à laquelle pendant laquelle on pourra se rencontrer in vivo. Et bravo encore, Georges. RFI et France 24 vraiment sont très, très fiers de vous remettre ce prix très prochainement. Merci Elsa, effectivement, un partenariat avec France 24 et RFI du groupe France Média Monde. J'aimerais dire Elsa. que j'ai beaucoup de respect pour RFI et France 24.
Quand il y a eu le drame des Vietnamiens morts en Angleterre, j'ai été harcelé par la presse. Et les deux seuls journalistes avec qui j'ai accepté de parler étaient la BBC et la RFI. Je crois que Eh ben, nous en sommes encore plus fiers, Georges. Merci infiniment. Ce sont de bons choix, effectivement. Allez, on va passer aux questions des internautes. Il nous reste une dizaine de minutes. C'était un petit peu rapide, mais l'idée, c'était de pouvoir donner la parole à chacun. On se retrouvera, comme on le disait, en septembre pour la remise de prix au Quai d'Orsay. Et puis, bien entendu, les internautes, vous pouvez retrouver l'ensemble des portraits sur lepetitjournal.com et la vidéo en replay. Posez vos questions. Il reste une petite dizaine de minutes. Alors, j'ai une question pour Christophe Bellech d'Isabelle qui demande pensez-vous créer de nouvelles technologies pour protéger les océans ou est-ce que c'est davantage finalement une question de sensibilisation? Un petit peu des deux finalement, parce que cette technologie qu'on a créée, donc c'est vraiment de la sensibilisation, c'est à la fois de la science et de la sensibilisation, puisque ces outils sont donc utilisés pour reconnecter les gens aux océans afin qu'ils puissent les admirer et du coup vouloir les protéger. La technologie, finalement, on essaye de travailler avec constamment. On utilise d'autres caméras, par exemple, dans d'autres formes de médias qu'on produit. On fait maintenant des documentaires en réalité virtuelle, donc ils ne sont plus que des photos, mais qui sont maintenant des images vidéo sous forme de documentaires réellement en réalité virtuelle. Et on travaille avec tout un tas d'organismes. Et pour vous donner une idée un petit peu du retour qu'on a, on a travaillé notamment avec Greenpeace sur ce genre de problématique. Et quand les gens de Greenpeace dans la rue demandent aux populations de faire des donations, parce qu'ils utilisent ce genre de contenu, par exemple, qui sont des contenus immersifs, et quand on leur met sur la tête un casque pour vraiment les immerger dans le monde de l'océan, les résultats sont que les gens sont amenés à donner 2 fois plus qu'ils ne le feraient si ils étaient simplement à être accostés comme ça dans la rue. Donc en fait, la technologie, elle est en évolution constante et elle va très vite. Simplement, dans l'eau, les choses sont beaucoup plus complexes, ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, effectivement, on est toujours aussi à la recherche de financement pour pouvoir créer ce type de technologie. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question précisément, mais on pourrait en discuter encore pendant très longtemps. On en reparlera et on aura l'occasion d'en reparler lors de l'événement, mais aussi dans les colonnes du petitjournal.com qui te sont ouvertes, parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Antoine, en Jordanie, une question un petit peu similaire, c'est-à-dire en fait, finalement, comment est-ce que on peut… je crois que vous organisez des événements pour promouvoir la permaculture et pour sensibiliser les populations locales. Comment est-ce que vous y travaillez? Alors, il y a des événements en fait, qu'on organise, que ce soit en effet en Jordanie, ça peut être des projections, par exemple, de documentaires, suivis de débats, suivis de questions-réponses, et puis après des interventions beaucoup plus sur le terrain, où là aussi, on va mettre tout notre travail, c'est d'accompagner les gens qui sont en ville à une transition écologique. Donc, d'arriver à les amener à mieux comprendre la Terre, à parfois y retourner, à comprendre qu'il y a aussi tout un travail, ici surtout en Jordanie, culturel et je dirais spirituel aussi. Il y a toute une connexion qu'on essaie de refaire. On comprend bien que dans ce creuset de la civilisation qui est justement le Moyen-Orient, où il y a les 3 grands monothéismes, il faut passer par ce biais-là aussi pour justement sensibiliser les personnes. Ça fait partie de ces valeurs qu'on a tous en commun justement ici, et donc de les rappeler tout simplement avec les outils qui sont à nos dispositions ici, avec cette culture ici, c'est la connaissance de cette culture, la connaissance de la langue aussi, et des référents culturels et religieux. Et puis en France aussi, on a aussi donc participé à des événements là pour sensibiliser plus à nos actions sur place. Et donc on a notamment participé au premier salon de la permaculture qui a eu lieu l'année dernière à Paris. Et c'était l'occasion, évidemment, aussi de nous présenter nos actions et de collecter des fonds justement sous la même manière qu'évoquait Christophe, que faisait Greenpeace dans la rue. Nous, on le fait dans les salons, on va collecter ce qu'on appelle des petits dons réguliers pour soutenir très concrètement des actions sur le terrain, que ce soit l'achat de graines, notamment, puisqu'on a une banque de graines qu'on a développée ici. Donc voilà, quelqu'un qui finance comme ça de quelques euros, ça va
concrètement donner des graines qui sont des graines qui s'appellent des semences anciennes, qui sont donc des graines saines qui peuvent repousser ensuite, non pas comme les graines qu'on vous vend souvent aujourd'hui dans l'industrie, qui ne repousseront pas une fois que vous les aurez utilisées une fois. Et donc, on finance ce type de petites activités très concrètement et ça sensibilise. C'est un média en fait aussi. Hein. La graine, évidemment, c'est très, très, très symbolique. Voilà, donc on essaie d'en planter un maximum ici. Ouais, un beau symbole en effet. Georgina, vous avez dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure que tu voulais étendre, tu as commencé d'ailleurs à étendre ton association et ce mouvement des bibliothèques de rue à d'autres pays et tu souhaites peut-être continuer à l'étendre sur d'autres pays africains. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de mener ce type de projet en Afrique ou pas forcément? Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu compliqué, d'autant plus que les sociétés africaines noires sont surtout patriarcales. Et il y a aussi le problème lié à ma jeunesse, du coup, à l'âge, parce qu'il y a un fort respect des aînés. Et donc, essayer de prendre le lead, en fait, face à des interlocuteurs qui sont d'une certaine tranche d'âge et combiné au sexe féminin, c'est un peu, on a du mal à s'imposer, à se faire respecter et on se doit de convaincre d'abord le public avant d'être validé, même si la cause reste noble. Dans tous les cas, on est là pour te soutenir et n'hésite pas non plus, si tu as des messages à faire passer via lepetitjournal.com, on est là pour toi. Mohamed, qu'on a fait le veto au Canada, moi j'avais une question, c'était par rapport à la maison école des artistes autistes que tu as lancée au Québec. Je voulais savoir à quoi ça correspondait, ce qu'on y faisait. Et puis, si finalement, ça rejoint un peu la question que posait David tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on dit souvent que le Canada est en avance sur ces sujets, que le traitement est différent? Quel est ton point de vue? Je dirais qu'au Canada, puis au Québec particulièrement, il y a une grande ouverture face à l'innovation à ce niveau-là. Et puis la mentalité nord-américaine, les recherches, moi, je ne suis pas de cette école-là où il faut faire des recherches à tout prix. C'est vraiment mes amis et mes collègues qui ont dit, Mohamed, tu devrais faire une recherche, c'est intéressant ce qui se passe. La maison école, c'est pour répondre à un besoin d'avoir le temps et de prendre le temps de vivre avec les gens qui sont différents. C'est une maison où il y a un studio, on est au bord d'un lac, vraiment typiquement québécois, là, dans une grande forêt québécoise. Et voilà, c'est un concept pour justement, au Québec à 21 ans, puis en France, à peu près la même chose, je crois, les personnes adultes autistes qui ne peuvent pas travailler, il n'y a pas vraiment de lieu d'accueil où ils peuvent maintenir leurs acquis et voir en développer d'autres. Donc, moi, mon idée, c'est de créer plusieurs maisons écoles comme ça. Pourquoi l'autisme? Parce que c'est une passion, mais c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas juste pour les autistes. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on a lancé ça. Ça fait 1 an qu'on est ouvert. Maintenant, à cause du Covid, on a un petit peu arrêté, mais on fait travail virtuel comme le webinaire en ce moment. Là, on donne des ateliers pour ceux qui peuvent. Et voilà, donc on est dans cet esprit-là. Super, écoute, bravo, c'est vraiment très impressionnant. Jean-Luc, au Vietnam, on a parlé de pas mal d'environnement et tant mieux, et de permaculture par exemple. Comment toi, est-ce que tu travailles avec les paysans locaux? Parce qu'il y a une dimension sociale aussi dans ton entreprise. Alors effectivement, la dimension sociale, j'allais dire comme beaucoup de tous ceux qui ont pris la parole avant, on est tous avant tout tirés par la passion. Et moi, je suis d'origine paysanne et je vois, quand je suis né en France, il y avait 2,5 millions de paysans. Aujourd'hui, il y en a moins de 500 000 et il y en a un qui se suicide tous les jours en France. Donc ici, on est à peu près uniquement dans le delta du Mékong, c'est-à-dire sur une surface grande comme 4 départements français, on a à peu près 6 millions de familles paysannes, de fermes. Et si on prend le même chemin que ce qui a été pris avec notre agriculture, imaginons que 80% de ces paysans vont se retrouver venir gonfler l'exode rural. Donc le premier challenge, c'était déjà comment faire pour, avec 2 ou 3 hectares, faire vivre une famille de façon décente, voire plus. Alors là où finalement c'est souvent des concours de circonstances, le riz ne rapporte plus rien. Et le riz, c'est un très gros pollueur. On sait que la production de méthane produite sur un hectare de riz est énorme et le méthane est un gaz à effet de serre.
Donc, on remplace ces rizières, pour les paysans qui ont 2 ou 3 hectares, on les remplace par des vergers. Et ces vergers vont donner beaucoup plus de revenus, puisque pour vous donner 2 chiffres, en gros, une rizière sur 1 hectare, ils vont gagner 3 000 euros. Ce n'est pas le profit, hein. Le chiffre d'affaires sur 1 hectare, sachant que dans le delta du Mékong, on fait 2 récoltes par année. Donc, c'est $1 500, 1 500 multiplié par 2. Ils touchent 3 000 euros sur 1 hectare. Quand on fait de la goyave normale, on gagne 9 000, donc 3 fois plus. Passer sur une transition organique, bio, on améliore encore les revenus de ces paysans de pratiquement 20%. Donc là, inutile de dire qu'aujourd'hui, les paysans, pour nous, ils font la queue pour venir. Parce que sur une famille de 4 ou 5 personnes, ils arrivent à vivre, ils arrivent à payer des études à leurs enfants et surtout, ils gardent leur terre, ils conservent leur terre. Et tous les paysans, partout dans le monde, leur premier trésor, c'est leur terre. Voilà, je crois que c'est là notre gros succès et je dirais mon plus gros plaisir après 20 ans de dur labeur avec eux. Il y a de quoi être fier, hein, Jean-Luc, en effet. Merci et on a beaucoup. 2000 paysans à peu près maintenant, entre 2000 et 2500 paysans. C'est beaucoup. Bravo. Une petite question pour Nathalie d'un internaute, une internaute qui dit en fait, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos actions dans les hôpitaux et de ce fameux programme 365 jours de musique à l'hôpital? Nathalie, il faut activer le micro. Je suis là. Ouais, super, ouais, parfait. En fait, c'était un peu un rêve de se dire tiens, pourquoi pas amener la musique tous les jours à l'hôpital. Je crois que ça je pense pas que ça existe dans le monde, enfin de façon organisée comme on peut le faire. Et effectivement, c'était de se dire les gens dans les hôpitaux publics, ils n'ont pas accès à l'art parce qu'ils sont malades déjà. Et souvent, ils n'ont pas l'argent pour acheter un ticket pour aller à l'opéra ou au théâtre. Donc, du coup, autant leur ramener, que ça soit… parce qu'en fait, on fait soit des concerts qui sont en général dans les lobbies, enfin les endroits qui sont communs en fait à tout le monde, ou bien carrément, on va… bed by bed, enfin, comment dire, ça me vient en anglais, donc lit par lit, on va auprès de chaque lit en fait et on leur chante des chansons. Et en pédiatrie en fait on fait, ce sont des personnages fantastiques, des princesses, des super-héros, etc., qui vont chanter des chansons. Donc c'est un petit peu le principe des clowns à l'hôpital, mais appliqué à notre spécialité qui est la comédie musicale. Et donc, ça, voilà. Donc, du coup, tous les jours, voilà. Je suis absolument affligée qu'on ait dû arrêter ce programme. Donc, à l'heure actuelle, c'est assez difficile de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir le reprendre. Mais c'est un programme qui me tient absolument terriblement à cœur parce que je trouve que c'est… j'y vais juste pour le plaisir de temps en temps dans les hôpitaux. Alors, je leur chante la vie en rose. Et ils sont contents. En fait, ils ne comprennent rien, mais ils sont super contents. En fait. Et on vit des choses exceptionnelles et ça permet de créer des relations avec des gens où on n'a absolument rien en commun, on n'est pas du même âge, on ne parle pas la même langue, mais on passe un moment, quelques secondes ensemble dont on se souvient pour toute une vie en fait. Et c'est la magie de la musique en fait, qui arrive à passer au-delà des différences culturelles, des différences de langue. Merci Nathalie, ce sont des jolis mots et puis espérons effectivement que vous puissiez reprendre prochainement, une fois passé évidemment ce maudit virus pour de bon. On aborde vraiment les dernières minutes de ce webinaire que j'ai trouvé vraiment passionnant. J'espère vous aussi, chers internautes. Je vais poser une dernière petite question, puis après on devra se quitter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles dans lepetitjournal.com, tous les portraits de nos internautes également dans le Courrier international. Merci Ingrid. Prochainement, on aura également les films réalisés par France 24 sur l'ensemble, les films de chaque lauréat qui seront projetés donc à partir du 23 septembre.
sur l'antenne de France 24. Donc, voilà, une dernière petite question. Elle est à destination de Georges. C'est une question d'un internaute qui demande si l'action que tu as menée avec ton ONG au Vietnam a rejailli sur d'autres pays et notamment sur les pays limitrophes qui peuvent être concernés par le même type de problème. Oui, j'ai un exemple concret là-dessus, c'est que le Laos. Donc, on a entrepris le Laos après l'action au Vietnam et on a envoyé des Vietnamiens former les Laotiens. Enfin, je dirais, on a envoyé des gens du gouvernement vietnamien que nous avions formés au Vietnam à former les partenaires du gouvernement laotien. Ensuite, de Thaïlande, on fait la même chose au Myanmar. Ensuite, on a monté le tout premier réseau régional de lutte contre le trafic humain pour l'esclavage sexuel qui a existé en Asie. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des coopérations avec Singapour, avec la Malaisie, la Thaïlande, enfin bon, là, ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. Et on a monté en 2002-2003 déjà, hein, donc avant même qu'existent les premières actions officielles par les Nations Unies. Et en fait, c'est notre expérience qu'on a partagée avec tout le monde, ce qui fait que le trafic, par définition du mot, c'est international. Donc, il a fallu faire des coopérations. Donc, en fait, pour l'instant, on a rapatrié des personnes trafiquées de plus de 27 pays. Donc, j'ai un projet aussi avec l'ambassade de France. Donc, je travaille avec la police française et puis avec Interpol, bien sûr. Il y a quand même toute une histoire de crime derrière. Et donc, on a commencé à rapatrier des Vietnamiens de France l'année précédente. Et j'ai le projet d'aller former aussi la police française pour monter une unité spéciale uniquement consacrée au trafic des Vietnamiens. Donc, la coopération, elle se fait assez large en fait. On a l'expérience. C'est quelque chose de très rare. Et en plus, on a l'expérience depuis le début. Donc, je veux dire, il n'y a que nous. Bravo Georges, et je sais que c'est un combat qui n'est jamais terminé, donc vraiment bravo. Je voudrais vous remercier tous et vous féliciter nos 7 lauréats. Je pense que tout le monde aura bien compris aujourd'hui, personne n'avait de doute, mais que vos parcours sont juste extraordinaires et que vous méritez amplement d'être lauréat des trophées des Français de l'étranger. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites et on est fiers et heureux de vous remettre ce prix. On sera heureux de vous rencontrer en septembre physiquement. J'espère qu'on pourra tous être là, mais c'est évidemment ce qui est prévu. Je le redis, donc vous pouvez recommander ce webinaire à ceux qui n'ont pas pu y assister en replay, bien entendu, et puis retrouver toutes les informations sur lepetitjournal.com. Je vais remercier aussi tous nos partenaires des trophées, l'AEFE, le CNED, la Banque Transatlantique, l'EDEC Business School, Mr Fly, et nos partenaires médias, France Média Monde, France 24, RFI et Courrier International, le groupe Le Monde, pour leur soutien au Trophée des Français de l'étranger. Je vous remercie beaucoup pour cette première. Je crois que c'était très réussi. Encore toutes mes félicitations aux lauréats. Et puis, je vous dis à très bientôt. Une bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir et merci. Merci, au revoir. Au revoir et merci. Merci. Au revoir.